un passage en force sans pour autant tenir compte des avis des uns et des autres. Comment aller aux élections sans cette loi sur la répartition des sièges si vous vous y opposez tant? Non, mais c'est comme ça que nous, l'opposition, nous avions proposé à ce que les élections municipales et locales soient postposées. Nous avons dit qu'il est impossible d'organiser les élections provinciales, locales, municipales et des chefferies le même jour que les élections provinciales. Et nous avons souhaité nous avons proposé à ce que ces élections puissent être organisées en 2017, après les élections présidentielles. Nous pensons que ça ne va en rien empêcher la vie de la nation de progresser, d'autant plus que l'élection qui est constitutionnelle pour nous, c'est l'élection présidentielle. Donc c'est là les points de vue du CEDER qui est partagé par tous les groupes de l'opposition aussi. Que se passera-t-il si cette loi n'est pas adoptée par les deux chambres? Si cette loi n'est pas adoptée, je pense que ça ne va pas bloquer la République en tout cas. Ça ne va pas bloquer la République. Nous avons souhaité à ce que cette loi soit examinée après l'enrôlement des nouveaux majeurs. Autre casse-tête, c'est la mise en place des 26 provinces. La date butoir, c'était avant le 30 juin dernier. La machine semble enrhumée. Au CDR, vous vous y attendiez que ce découpage ait du mal à décoller? Madame, il faut reconnaître ici que le découpage, il est constitutionnel. Les constituants avaient voulu à ce que 3 ans après la promulgation de la Constitution que nous avons, ça veut dire, cette Constitution a été promulguée par les chefs de l'État en 2006, cette Constitution voulait à ce que cette mise en place de la décentralisation soit opérée 3 ans après. Donc ça veut dire en 2009. Nous sommes aujourd'hui en 2015. Donc 6 ans après, le pouvoir n'a pas pu réunir toutes les conditions pour faire respecter cette Constitution. Et aujourd'hui, il tient mordicus à procéder à ces découpages. Mais nous disons que les découpages, c'est bien beau. Les découpages, il est constitutionnel, c'est bien. Mais pourquoi les faire à la veille de l'élection présidentielle? Parce que, madame, les découpages ne vont pas prendre 1 année, ça ne va pas prendre 2 ans, ça ne prendra pas moins de 3 ans, ces découpages. D'autant plus que les nouvelles provinces n'ont pas d'infrastructure. Il n'y a pas de bâtiments administratifs, il n'y a pas de routes. Toutes ces choses-là devront être créées. Et nous pensons que ça ne pourra pas se faire par un coup de bâton magique. D'autant plus qu'encore, les budgets 2015 n'a pas prévu les découpages. Ça n'avait pas du tout prévu. Donc nous considérons que là aussi c'est une autre manœuvre de la majorité, parce qu'ils ont essayé de rallonger le mandat du chef de l'État par la loi électorale. Ils n'ont pas réussi. Ils l'ont essayé avec la modification de la Constitution. Ils n'ont pas pu. Moi je considère que les découpages aujourd'hui restent, c'est pas la seule cartouche du pouvoir pour aller au-delà de 2016. Au début de l'année déjà, Adolphe Muzito, l'ancien Premier ministre, avait évoqué dans l'une de ses tribunes donc, que c'est un projet mort-né, quoique constitutionnel. Il avait mis en avant l'insuffisance de ressources, le maigre budget de l'État, et d'où l'impossibilité de rémunérer ces milliers de fonctionnaires de ces nouvelles entités territoriales décentralisées. Mais je crois que son analyse, elle est fondée. Elle est fondée, son analyse, et nous pensons la même chose. Déjà, je disais que le budget de l'État n'a pas intégré ces découpages. Donc, il fallait d'abord commencer par mettre en place des moyens, mais nous pensons aussi que nous pouvons aller de manière progressive. Les 26 provinces, on ne va pas les mettre en place le même jour, à la même date. Nous pouvons aller progressivement avec des provinces qui ont assez d'infrastructures, et pour des provinces qui n'ont pas assez de moyens et d'infrastructures, aller progressivement. Nous pouvons commencer par, déjà avec le Congo central, ça a été fait, c'est bon, parce que déjà au Bas-Congo, il y a Matadi, il y a Boma. Il y a 5 provinces qui ne sont pas concernées par le découpage, les 5 provinces non démembrables. Le Congo central, le Maniema. Mais ça, là c'est bon déjà, parce que ça a été déjà fait depuis. Le Maniema faisait... le Nord Kivu, le Sud Kivu. Voilà, ils étaient ensemble. À l'époque de Mobutu, ça a été fait. Mais pour des provinces qui devraient
des nouvelles provinces qui devaient être organisées, je pense que nous ne pouvons pas les faire au même moment. Nous pouvons aller progressivement avec une province. Je pense que le chef de l'État ne doit pas se considérer comme l'homme à tout faire. Ce qu'il a fait, nous apprécions. Ce qu'il n'a pas pu faire, quelqu'un d'autre viendra le faire après lui. Donc, il n'est pas dit que le chef de l'État doit exécuter toute la Constitution avant la fin de son mandat. Donc, nous considérons que la République a une longévité. Les hommes, c'est vrai, ne durent pas toujours. Lui, il va partir, il y aura un autre président qui viendra. Et c'est lors de ces mandats-là que nous pouvons continuer le processus qui a été déjà amorcé. Découpage encore, comment vous entrevoyez l'avenir des partis politiques dans la nouvelle configuration territoriale? Pas, bien sûr, la totalité de ces partis politiques, mais bon nombre de ces 480, si je ne m'abuse, leur avenir dans cette nouvelle configuration? Non, mais je crois que pour des partis qui ont vocation d'être des partis nationaux, j'ai dit des partis qui sont représentés dans toutes les provinces, ça ne va rien changer dans la vie de ces partis politiques. Hein? Je ne sais pas en tout cas, mais pour un parti qui est implanté jusqu'à Malémankoulou, pour un parti qui est implanté même dans des territoires qui sont les plus reculés, je pense que ça permettra seulement à ces partis de pouvoir gagner beaucoup plus de l'espace par rapport à son mode opératoire. Donc il y a des élections au niveau local qui seront organisées. Les partis prendront part de manière constitutionnelle à la vie de la nation. À propos du dialogue, l'accord cadre d'Addis Abeba n'est-il pas dénaturé? À la fin, qui convoque le dialogue? Qui convoque les dialogues? Ça, c'est une question importante. Je crois que le chef de l'État peut convoquer les dialogues. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions, il est le garant de la nation, il peut bien convoquer le dialogue. Mais là où il y a divergence entre la majorité et d'une part, je parle de l'opposition qui est pour les dialogues, parce que nous, les CEDER, ne sommes pas pour ces dialogues, c'est au niveau de la médiation. Je crois qu'il y a une crise de confiance qui s'est installée entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui. Ils connaissent les joueurs, ils connaissent les jeux, et ils ne voudraient pas que la médiation soit assurée par... ils voudraient que la médiation soit assurée par des personnes neutres. Et au Congo, des personnes neutres, ils sont rares à trouver. Donc, ce qui pousse cette opposition à vouloir assez que ça soit la communauté internationale, ça soit la MONUSCO qui puisse être les médiateurs pour permettre aux uns et aux autres de jouer franc jeu. Justement, j'ai évoqué cet accord cadre d'Addis Abeba qui est dénaturé dans ses lignes. On ne va nulle part, médiation internationale. On y voit plutôt bons offices et promotion du dialogue par la communauté internationale. Ben, écoutez, madame. Et dans la résolution 2098 que j'ai lue encore peu avant cette émission, bons offices y est répété une bonne vingtaine de fois. Ok. Ben, je crois que ça sera la meilleure des choses qui puisse arriver à la RDC en tout cas. Nous avons eu les dialogues intercongolais. Vous avez vu de la manière dont ça s'est déroulé sous la houlette de la communauté internationale avec la médiation de Nelson Mandela. Je crois que ces dialogues a imposé à chacun une ligne de conduite qui a été respectée. Il y a eu une constitution qui a été votée, la constitution de la transition en 2003, que tout le monde a respectée. En 2006, on n'a pas escamoté les élections. Donc si aujourd'hui, on essaie d'escamoter les choses pour dire qu'il n'y a pas d'argent pour les élections, c'est parce qu'il n'y a pas de contraintes. Je crois que la communauté internationale joue un rôle assez important dans les processus de notre pays, pas seulement les processus électoraux, mais la communauté internationale nous a toujours accompagnés. Dans la pacification. Dans la pacification, non seulement pour nous qui sommes de la RDC, mais dans toute l'Afrique. La communauté internationale a joué un rôle, il faut l'avouer, il faut pas aujourd'hui diaboliser cette communauté internationale. Justement. Non, elle a joué un rôle majeur en pacifiant notre pays. Qui assurera ces bons offices? Ben, comme l'UDPS le souhaite, je crois que nous, en tout cas, nous ne sommes pas impliqués. Je propose à ce qu'ils puissent trouver un accord là-dessus. Il y a une véritable guerre des mots, bons offices, médiation. De toute façon, ça ne dit pas la même chose. Mais je crois que c'est la même chose. Hein.
Je crois que c'est la même chose. Ça veut tout simplement dire qu'il y ait une personne neutre qui puisse assurer la médiation entre les deux parties. Ah, ça, c'est votre entendement. C'est quoi la raison profonde pour laquelle vous refusez le dialogue? La raison profonde. Une des raisons pour lesquelles nous ne voulons pas participer, il y a eu les concertations nationales qui ont été organisées. De ces concertations, plus de 600 recommandations ont été produites. Nous considérons qu'il faudrait d'abord commencer par l'évaluation de cette concertation nationale. Il y a des concertations nationales, il y a eu un comité de suivi des recommandations de ces concertations qui a été mis en place. Mais je crois que l'idéal serait que le chef de l'État et sa majorité puissent interroger cette commission qui a été mise en place. Hein, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Procéder à l'évaluation. Les dialogues ne vont rien apporter de nouveau, ces dialogues. Et aussi, nous considérons que les questions que pose l'opposition aujourd'hui, ce sont des questions qui peuvent être rencontrées par la CENI facilement. Est-ce que faudrait-il que nous puissions avoir un dialogue pour l'enregistrement de nouveaux majeurs? C'est prévu dans les calendriers de la loi, les calendriers de la CENI. Nous demandons seulement que ça soit ramené un peu plus tôt pour que cette opération puisse se faire, pour permettre à ce que ces jeunes qui ont atteint l'âge de la majorité puissent participer à ces processus démocratiques tels que le veut la Constitution. Même la loi électorale veut que celui qui a 18 ans puisse être électeur. Donc là, il y a une frange assez importante de la population que nous ne pouvons pas laisser de côté. Là, ce sont des questions liées aux élections, mais nous disons aussi, faudra-t-il que nous puissions avoir un dialogue pour des questions qui relèvent du financement de ces élections? Là aussi, nous disons qu'il y a une responsabilité du gouvernement qui est mise en cause. Les élections de 2015 étaient connues depuis l'avènement, depuis la prestation des serments de M. Kabila comme président de la République en 2011. Les présidents de la République savaient qu'en 2016, les élections devront être organisées. Mais quelle est la part qui a été prévue dans les budgets pour l'organisation de ces élections? C'est ça la vraie question. Il y a la responsabilité du gouvernement dans ce processus, il y a la responsabilité de la CENI, mais là, je crois qu'il y a aussi une responsabilité du Parlement quant à son rôle de mettre à la disposition de la CENI des lois qui lui permettent de pouvoir mettre en place son moyen d'action. La CENI a répondu qu'à chaque fois qu'il y a un besoin d'argent, le gouvernement met la main à la poche. Ben, j'ai suivi les rapporteurs de la CENI ce matin sur une des radios de la place. Ben, je me dis, est-ce que si la CENI peut faire une telle affirmation, on a encore besoin d'un dialogue pour ça? Donc, chaque fois que la CENI aura besoin de l'argent, le gouvernement mettra à sa disposition les moyens. Donc, ça, c'est un discours contradictoire. C'est-à-dire? Le gouvernement dit qu'il n'y a pas assez de moyens pour financer les processus, et la CENI dit que chaque fois qu'il a besoin de moyens, le gouvernement a toujours mis à sa disposition les moyens nécessaires. Donc nous pensons que pour les processus qui est déjà en cours, les élections provinciales, le gouvernement ne va pas, pour cette fois-ci, ne pas jouer son rôle. Qui du gouvernement a dit qu'il n'y avait pas d'argent pour les élections? Non, mais entendre l'allocution du chef de l'État adressée à l'occasion de notre 55e anniversaire d'indépendance, mais on se pose des questions. Il a parlé des 4 questions majeures. Il a eu à consulter, à procéder aux consultations nationales. Il y a des groupes politiques et des groupes sociaux qui sont passés pour s'entretenir avec les chefs de l'État. Il a évoqué des problèmes d'argent? Ben, le chef de l'État a évoqué des problèmes d'argent. Dans son discours, il a évoqué. Quand il faisait référence à quoi? Il a dit que la question du budget, 4 questions essentielles lui ont été mis à sa table. La question de la sécurisation du processus électoral, la question du calendrier électoral, la question, aidez-moi si j'ai oublié une des choses. Des anciens mineurs. Des anciens mineurs et la question, je crois, du financement du processus. Donc ce sont les 4 questions qui ont fait l'objet de ces consultations. Donc nous pensons que
pour un gouvernement qui s'est dit responsable, un gouvernement des technocrates, je crois qu'ils ne manqueront pas de moyens pour mettre à la disposition du processus électoral en tout cas. Certains de vos copains de l'opposition redoutent également ces glissements. Ils soupçonnent des stratagèmes de la majorité justement à travers ce dialogue, à travers ce découpage qui a du mal à décoller pour justement aller au-delà de 2016. Mais, madame, nous connaissons notre classe politique. Les dialogues, nous en avons eu autant dans ces pays. Et nous savons comment se terminent toujours les dialogues. Nous avons eu Sun City, il y a eu un gouvernement, vous savez comment ça a été configuré, un gouvernement des belligérants. Nous avons eu les concertations nationales, vous avez vu comment ça s'est soldé. Il y a eu un gouvernement qui intégrait, je ne dis même pas intégré, ce gouvernement, le pouvoir en a profité pour débaucher au niveau de l'opposition. Et il y aura encore un dialogue. Mais nous connaissons comment ça va se terminer. Il y aura une transition. Parce que déjà, il y a des gens, des voix qui s'élèvent pour demander une transition. Même au niveau de l'opposition, bon, soi-disant opposition, parce qu'il y a à manger, à boire dans cette opposition aussi, des gens qui demandent déjà une transition. Mais nous disons, ce n'est pas constitutionnel tout ça. Ils y réfléchissent. Non, ils y réfléchissent. Les mandats sémis notamment que j'ai entendu. Il faut réfléchir. Une transition où il y aura un président issu de la majorité, un vice-président issu de l'opposition. Il faut et un réfléchir. Premier ministre issu de la société civile. Non mais madame, c'est bien de réfléchir. Mais il faut réfléchir avec des textes qui nous régissent. Une transition, le temps pour la commission électorale à qui vous imputez justement la responsabilité d'organiser de bonnes élections, de mettre en place les conditions pour des élections fiables. Non mais, qui a dit que la CENI n'a pas encore mis en place des conditions fiables? Parce qu'à entendre son rapporteur, il dit jusque-là, le gouvernement a toujours mis à sa disposition des moyens dont elle avait besoin. S'il faut enregistrer les anciens mineurs. Non mais, je crois que c'est une question importante, c'est vrai. Nous disons que c'est prévu dans les calendriers. La proposition de l'opposition, c'est de chercher à le ramener un peu plus tôt pour permettre à ce que ces nouveaux majeurs puissent participer au processus électoral. Parce que les exclure de ces processus, c'est déjà anticonstitutionnel. On ne peut pas évoquer ici des points de vue pour dire que les élections provinciales sont des arriérés législatives. Dans quel pays on parle des arriérés législatives? Les élections n'ont pas été organisées. Ça n'a pas été organisé. Ce sont des nouvelles élections qui devront avoir lieu et ces jeunes gens, ces nouveaux majeurs devront prendre part à ces processus. C'est la même opposition qui avait évoqué à l'époque, à l'IMT, cette question des arriérés. Des arriérés. Ben, je crois qu'il faut être réaliste. Vous avez été les premiers. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Nous sommes en train de courir derrière les temps et en politique, les temps comptent beaucoup. Donc, mais même le dialogue qui a été demandé, on dit aujourd'hui que le chef de l'État a dit que les dialogues, c'est l'opposition qui l'a demandé. Mais madame, vous demandez un dialogue en 2012. On vous l'accorde en 2015. Soyons sérieux. Les temps comptent en politique. Les temps, ça compte. Et 2016, c'est l'année de tous les enjeux en République démocratique du Congo. La stabilité du pays dépend de l'organisation de l'élection présidentielle. Ça ne dépend pas de l'élection, des élections municipales, locales et consorts. Cette stabilité passe par l'organisation des élections, d'abord crédibles, démocratiques et transparentes de l'élection présidentielle. Okay. Les évêques proposent... Elles sont constitutionnelles, ces élections. Les évêques catholiques proposent justement les provinciales en 2017. Ça ne vous arrange peut-être pas, vous qui êtes candidat à député provincial? Non, mais je crois qu'on ne devrait pas faire les choses pour contenter seulement la classe politique. La vie de toute la nation est en jeu. Il y a déjà une commission qui a été mise en place depuis... L'opposition hier, au cours de son mot, a demandé seulement la réactivation de ces comités tripartites qui met en place la majorité, la CENI et l'opposition pour discuter de ces questions. C'est un point de vue que nous prenons en compte, mais bon, reste à ce que
on dégage un consensus par rapport à toutes ces questions essentielles. L'autre actualité qui fait grand bruit, c'est la plainte de la présidence au parquet général de la République. Ben, je me pose la question. Vous savez, le président Kabila est au pouvoir depuis 2001. C'est depuis 2001. Donc ça fait exactement 14 ans qu'il est au pouvoir. En 2016, c'est la fin de son mandat. Il aura 15 ans de pouvoir. En 15 années de pouvoir, c'est la première fois que le chef de l'État puisse porter plainte pour détournement, corruption et toutes ces choses. À ce sujet, il y a eu un démenti. On dit que ce n'est pas une plainte, c'est plutôt des éléments de dénonciation. Bah, des éléments de dénonciation. Qui vont emmener en fait, mon problème, c'est l'initiative. Mon problème, c'est l'initiative. J'aurais applaudi les chefs de l'État si une telle initiative a été prise en 2002, en 2003, en 2004, en 2005, en 2006, en 2007, en 2008, en 2009, en 2010. Mais pourquoi les prendre maintenant? Est-ce que ça ne cache pas une certaine volonté de faire obstacle à ceux qui sont présumés, c'est pas parce qu'on parle de plus en plus du gouverneur du Katanga qui est mis en cause aussi, ben, est-ce que c'est une machination pour le mettre hors course? Les noms n'ont pas été cités. Ça a été filtré. Les incriminés n'ont pas été cités nommément, officiellement, non. En tout cas, j'ai suivi le gouverneur du Katanga qui disait ne pas être surpris. Je ne sais pas pourquoi il a fait cette déclaration, mais je l'ai entendu le dire. Donc, pour moi, même si il n'est pas cité, vu les malentendus qu'ils ont connus dans leur famille politique, je peux comprendre cela. Mais seulement, j'aurais applaudi les chefs de l'État si une telle initiative a été prise depuis toujours. Il y a eu des gens arrêtés pour détournement, pour malversation financière. Qui du pouvoir a été arrêté pour malversation? On nous parle des 32 millions qui ont été détournés de l'argent de la SNEL. Qui a été arrêté? Il faut peut-être des enquêtes. Ben, les enquêtes, ça prend combien d'années au Congo? Les enquêtes, ça prend combien d'années? Cette affaire, ça remonte des camps. Donc, je trouve que c'est pas... en tout cas, pour ce qui me concerne, ce n'est pas un événement. C'est un non-événement, en tout cas. C'est un non-événement. On va terminer peut-être par justement cette commune de Ngaliema. Vous êtes candidat à député provincial. C'est vrai que la campagne électorale n'a pas encore commencé. Ngaliema, l'une des communes les plus grandes de la capitale Kinshasa, confrontée à des problèmes comme l'absence d'électricité, l'adduction d'eau et les routes aussi. Ben, je crois que Ngaliema, comme toutes les autres communes de Kinshasa, connaissent les mêmes problèmes. Mais les problèmes les plus spécifiques d'Ngaliema, ce sont des menaces des érosions. Hein? D'autres communes ne sont pas en tout cas menacées par les érosions, mais Ngaliema est beaucoup plus menacée par les érosions. Combien de têtes d'érosion? Plus de 4 têtes d'érosion. Il y en a à Pigeon, il y en a à Sangamamba. Il y a une nouvelle érosion qui commence. Il y a une érosion à Delvaux, il y a une érosion à Lausanne. Mais ce qui est terrible, c'est que le gouvernement a toujours prévu un budget pour la lutte anti-érosive. Mais cet argent, on ne sait pas où ça... Hein, quelle direction ça prend. Vous insinuez que vous n'en connaissez pas la destination alors qu'on a vu des grands travaux... Dans les érosions. Oui. Dans des érosions. Oui, oui. En quelle année? Ici à Delvaux, par exemple, le très célèbre érosion Mataba a été contrée par des travaux initiés par le gouvernement à la veille des élections de 2011. Ben, je pense que ça n'a pas été une action des campagnes. Hein? Vous avez parlé à la veille des élections de 2011. Mais l'érosion demeure, c'est une réalité. L'érosion, ce n'est pas une question de l'opposition, de la majorité, c'est une réalité qui menace la commune d'Ngaliema. Et la menace demeure. Aujourd'hui, c'est l'église kimbanguiste qui a pris en charge. Hein. De temps en temps, je vois les véhicules de l'hôtel de ville qui viennent pour décharger des déchets de la ville. Mais bon, je me dis, mais ça va prendre combien de temps pour arrêter ces érosions? Donc, je crois qu'il faudrait une politique assez responsable, une politique sérieuse
de la lutte anti-érosive pour arrêter une fois pour toutes ces érosions En amont, qui menacent. En amont, n'y a-t-il pas les constructions anarchiques, hein, l'urbanisation sauvage? Non, mais ça prouve à suffisance l'absence de l'État. Quand il y a construction anarchique, ça veut dire que l'État vient après. Pourquoi l'État vient après? Nous savons que le sol lui appartient, c'est lui, il est responsable. Quand vous constatez que quelqu'un est en train de construire, mais l'État doit intervenir. Hein, je ne pense pas que ce sont des constructions anarchiques. Une érosion, c'est une catastrophe naturelle, à mon sens en tout cas. Mais il y a aussi une responsabilité du gouvernement qui doit être établie par rapport à l'urbanisation de la ville. Il n'y a pas une politique d'urbanisation sérieuse à Kinshasa. Hein. Là, à Passa, les gens sont en train de construire, mais l'État n'est pas encore arrivé. Il faudrait que l'État puisse descendre sur terrain pour faire des études de faisabilité, savoir dans quel milieu construire et dans quel milieu ne pas construire. Et les cas échéants, commencer déjà à construire des routes. Voilà. Les chantiers de route, hein, c'est pas ça qui manque à Kinshasa et ailleurs. Chris Mukendi, vous êtes membre fondateur, c'est ça, du CDR, le courant des démocrates rénovateurs, de Jean-Lucien Boussa. On a terminé, une conclusion. Je vous remercie pour votre invitation. Je crois que nous sommes dans une période assez importante de notre histoire et je voudrais lancer un appel au chef de l'État et à sa famille politique de prendre à cœur la situation du Congolais et aussi ses processus électoraux. Je disais tout à l'heure là que la stabilité de notre pays dépend de ces processus et nous appelons nos amis de la majorité à mettre un peu de l'eau dans leur vin pour permettre à ce que nous puissions avoir des élections paisibles et au gouvernement de faire de son possible pour mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de la CENI pour organiser les élections. Le président national du CDR, Jean-Lucien Boussa, de nouveau candidat gouverneur à l'Équateur, ou cette fois-ci il ne va pas se présenter? Le président Jean-Lucien Boussa est candidat président de la République. Président de la République. Voilà. Non, il n'est plus question de l'Équateur. Vous savez, le suffrage... C'est à la suite de ça, il faut le rappeler qu'il avait été radié du MLC. Non, il faut rétablir la vérité. C'est pas à la suite de cette question. Ah, c'était quoi? Non, c'était un problème de débat en interne, tout simplement. C'est justement autour de sa candidature, il a été accompagné par le MLC, il a été accompagné par tous les députés MLC de l'Équateur, l'ont accompagné. Le secrétaire général, qui est maintenant devenu le vice-premier ministre à l'époque, est passé la veille des élections à la chaîne nationale, à la RTNC, pour dire que Jean-Lucien Boussa était bel et bien le candidat gouverneur du MLC. Voilà. C'était quoi le casus belli alors? Des questions en interne en tout cas, des différences politiques. C'est toujours bon de le dire pour que l'opinion sache. Je crois que il y a eu beaucoup de choses. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses, des questions essentielles par rapport à la survie du parti, notamment la question du choix du représentant du MLC à la CENI. Le choix a été fait dans le groupe parlementaire, mais ce n'est pas ce choix-là qui a été mis devant. Ce choix s'est vu vite renversé par un autre choix du président du parti. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Merci beaucoup. Merci, Chris Mukendi d'être venu dans ce débriefing qui se termine ici à membre fondateur du CDR. Le CDR, c'est le courant des démocrates rénovateurs, un parti créé par Jean-Lucien Boussa, député national de l'opposition. Je vous retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, demain, 8h30, la rediffusion.